Quel accueil. On a dit une ovation pour Xavier Niel, on ne l'a pas entendu. Attendez, il faudrait donner un micro surtout à Xavier. Alors, je voulais vous dire qu'on est mieux accueillis ici qu'à Paris. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc merci Marseille. Est-ce qu'on peut donner un micro à Xavier, pardon, parce que ça serait plus simple. Merci beaucoup. Oui, mais vous savez, la chaleur du Sud. Alors Xavier, quand on a commencé à construire avec Sylvain Roland, qui est à côté de moi, qui dirige le service tech, le programme de l'AIM numéro 2, on a pensé à vous tout de suite, évidemment, pour faire l'introduction. On vous a couru un peu après. Vous avez beaucoup d'occupations parce que vous étiez en train d'écrire ce livre. Alors, au moment où on a pensé à vous, vous ne l'aviez pas encore sorti. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce titre, bon, qui vous ressemble, hein, une sacrée envie de foutre le bordel, finalement, c'est un peu l'esprit de la tribune. Nous, on aime bien être un peu comme ça. Alors, sinon, pour foutre le bordel, non pas pour foutre le bordel, mais pour essayer de bousculer un peu les idées reçues. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, et je vais peut-être commencer par ça, on va parler bien sûr de QTI, de tous vos investissements avec Sylvain, mais peut-être d'abord vous demander votre vision. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est, comme disait Rodolphe Saadé tout à l'heure, c'est cette technologie qui est en train de rebattre les cartes, qui est en train de changer le monde, nos vies, on en parlait un petit peu hier soir, transformer l'humanité? Déjà, merci de faire référence à ce livre. Vous en remarquerez la couleur. Je savais déjà, moi, que j'allais venir ici. Vous n'avez pas travaillé chez Orange, hein, donc non, mais c'est la couleur du truc. C'est la couleur du stade. L'intelligence artificielle, je la vois d'une manière assez simple. Nous, dans les télécoms, on utilise l'intelligence artificielle depuis 30 ans. En fait, on veut essayer de savoir est-ce que nos abonnés vont partir, pourquoi ils vont partir, et on va essayer d'analyser ça. Et puis, à un moment, il y a une révolution, il y a un produit qui sort qui s'appelle ChatGPT, et ça devient un produit grand public. Si on le regarde d'un point de vue technique, après on pourra le regarder d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue technique, l'intelligence artificielle, ça n'a rien de magique. C'est je prends des données, j'essaye de les organiser de telle manière que ça va produire quelque chose d'intelligent et qui va être impressionnant. Donc c'est l'intelligence artificielle générative. Et puis après, il y a l'intelligence artificielle générale, ou on peut l'appeler d'autres noms, qui remplace l'être humain. Moi, cette étape-là, je n'y crois pas, technologiquement ou techniquement, je n'y crois pas. Je sais pas comment vous en moquez dans le livre, hein. Vous dites à la fin, les machines se débarrassent de nous. Non. Donc je crois pas à ça. Donc je crois pas à la magie. Je crois pas à cette magie-là. Je crois vraiment. Par contre, je pense que comme ça a été dit par vous, Monsieur le Ministre, et par Rodolphe précédemment, c'est que ça change complètement le fonctionnement. Ça rend les êtres humains plus puissants, plus meilleurs, plus intelligents, et ça les accompagne à faire des choses mieux. Voilà. Et c'est en ça où c'est un bouleversement, et je rejoins complètement Rodolphe là-dessus, c'est un bouleversement au moins aussi important que l'existence d'Internet, parce qu'on va la trouver partout, à chaque instant, parce que ça va changer nos vies, ça va nous permettre de parler en temps réel autant de langues que l'on souhaite, etc. Et c'est vraiment en ça extrêmement important. Et quand les gens vous disent les montants des investissements ou les montants des valorisations sont folles quand même. Folles, en fait, le marché en face aussi est fou. Le marché est délirant en termes de taille, parce que si on veut tout, chacun d'entre nous, si on veut que 7 milliards d'êtres humains soient améliorés, chacun d'entre nous utiliser un modèle. Et donc, c'est la première fois qu'une technologie connaît une croissance aussi rapide. On en parlait, une adoption par des centaines de millions de gens. Alors, ça explique peut-être aussi cette dimension exponentielle des valeurs, parce que on peut parler de bulles. On a cité Nvidia, c'est un peu comme au moment de la ruée vers l'or. C'est les vendeurs de pioches qui ont fait fortune. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu d'excès et de promesses qui ne seront pas forcément tenues aussi vite? Il y avait eu un excès au moment de l'émergence d'Internet dans les années, juste avant le début des années 2000. Et là, on avait réellement une bulle, parce qu'en face, les entreprises que l'on finançait, elles n'avaient pas de recettes. Aujourd'hui, les revenus de l'intelligence artificielle dans les plus grosses sociétés au monde, c'est des gros milliards d'euros de revenus 2 ans après une émergence publique de ce type de produit. Donc il y a un vrai marché en face. Et si vous voulez, quand vous investissez dans des gens qui ont réussi à créer une marque, qui ont réussi à créer un produit, peut-être que vous trompez un peu sur la valorisation, mais ce n'est pas des gens qui disparaîtront. Ce n'est pas un vrai risque. Je crois que la valo la plus élevée pour une boîte indépendante sur ces sujets-là, c'est OpenAI. La valo d'OpenAI à, je sais pas, 150 milliards, je crois, sur le dernier tour, elle peut paraître délirante. Mais dans l'autre sens, vous avez des gens qui ont créé un modèle, ils ont une marque mondiale, 7 ou 8 humains sur 10 sur Terre connaissent cette marque. Ça a été celle qui a eu la plus forte croissance de toute l'histoire de la création de start-up. Je ne sais pas si 150 milliards c'est beaucoup, mais enfin, si Nvidia vaut, je ne sais pas trop, 4 trilliards, ça se joue, quoi.
Alors justement, vous investissez dans énormément de startups. Vous êtes l'un des grands entrepreneurs de France qui investit le plus dans les startups de l'IA en France et ailleurs. Vous investissez à titre personnel également avec votre fonds Kima Ventures. Donc pour le public, c'est un peu flou tout ça. Concrètement, vous investissez dans combien de startups? Quelle est votre thèse d'investissement? Ça représente aussi combien en termes financiers pour vous par an ou au niveau global? Voilà, quelle est votre vision sur ça? On a trois types d'investissement. On a un premier type d'investissement qui consiste à essayer de découvrir les talents, de prendre le pari de trouver les talents de demain. Et ça, on investit un peu plus de 100 fois par an, environ 150 000 euros. On fait ça depuis maintenant plus de 20 ans, et toujours en se disant, est-ce qu'on est capable, dans ce lot-là, de trouver des entrepreneurs, de les accompagner? Et puis après, on va faire deux autres types de choses, des montants un petit peu plus élevés. Et puis dans l'intelligence artificielle, on sait bien investir des tickets de plusieurs dizaines de millions d'euros en France et à l'international dans des startups plus matures. Voilà, c'est ça notre range. Et votre logique, c'est une logique sectorielle ou c'est une logique, voilà, vous voulez viser sur des grands modèles ou Notre logique, c'est de trouver les entrepreneurs et de croire en eux. C'est-à-dire qu'on dit toujours, on préfère un super entrepreneur qu'un super projet. Le pari, c'est celui-là. C'est comment on est capable d'aider des gens ou de leur donner envie de se lancer ou de créer une société ou de créer une activité et sur laquelle qui va devenir profitable dans le cas d'entreprises commerciales. Donc vous piochez dans l'école mathématique française, dans les ingénieurs, dans les grandes écoles pour trouver ces talents-là? Ou chez École 42 aussi? On essaye de piocher partout. En fait, en général, on ne va pas piocher. Les gens ont la gentillesse de venir nous voir. On reçoit à peu près une cinquantaine de demandes d'investissement par jour. Mais ça depuis toujours, hein. C'est pas récent. Et comment, là-dedans, on est capable de voir, de détecter je dis un gamin, mais il peut être pas tout jeune, mais de détecter quelqu'un en se disant waouh, ça va être magique et c'est incroyable. Et comme ça fait longtemps qu'on fait ça, on s'est retrouvé associés très tôt dans des sociétés qui sont des sociétés incroyables. En France, comme Mistral notamment. Mistral en France ou aux États-Unis, je sais pas, on avait fait Square, on avait investi sur quelques millions d'euros de valo. Je crois qu'on a revendu notre participation à 88 milliards. Donc on a fait, je sais pas, peut-être 1000 fois notre argent, mais on a eu cette chance-là de faire ça et donc de se dire, continuons dans ce sens-là. Comment on est capable de trouver des talents, comment on est capable de les accompagner, comment on est capable de les aider au-delà de l'argent et quand ils ont besoin de nous, comment on est capable de leur ouvrir, quand ils sont en France, comment on est capable de leur ouvrir les portes du monde entier pour avoir des investisseurs du monde entier, comment on est capable d'aider. Et surtout, vous avez aussi investi l'an dernier dans QTI, donc c'est un labo de recherche français, le plus grand labo de recherche français du privé, avec notamment Rodolphe Sadé, mais également Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Vous avez fait un investissement de 100 millions d'euros dans QTI, qui a été également abondé par les autres investisseurs. C'est quoi la vision de QTI? C'est quoi le but à terme? Là, c'est une quinzaine de chercheurs, je crois. C'est de la recherche fondamentale en IA? Ouais, c'est de se dire, on a des talents incroyables. Mais si vous êtes un talent incroyable et que vous bossez au CNRS, il y a des croyants, je sais pas, des talents, excusez-moi, incroyables au CNRS, vous allez être payé un salaire qui est relativement faible. Et comment on fait pour que ces talents ils restent ici? Et voilà, parce qu'ils n'ont pas tous envie de travailler avec une finalité commerciale directement, etc. Donc comment on est capable de les garder? Et comment on est capable d'avoir ces talents ici? Parce qu'on a besoin d'eux pour créer ensuite, sur la base de modèles, des startups ici. Et dans le même temps, on a besoin de modèles européens, parce qu'on a des spécificités européennes. Et comment? Parce qu'on n'envisage pas le rapport à la donnée de la même manière que les anglo-saxons, les américains ou que les chinois. Donc comment on n'accède pas aux mêmes données? Comment on est capable de créer des modèles? Et donc ça, si on le fait avec une volonté commerciale directement, on va pas réussir à faire quelque chose dans lequel on va avoir ces talents qui vont venir et au bout, ce qui va sortir de ça ne sera pas pensé pour aider la communauté, pour aider tout le monde. Et moi, je suis vraiment ravi et je remercie franchement Rodolphe parce que pendant des années, j'ai un peu fait ça tout seul, dans financer des fondations et ton appel a été salutaire en me disant écoute, tu mets 100 millions, je mets 100 millions. Ça a été incroyable. J'étais habitué à avoir des amis américains qui venaient nous aider, mais de trouver en France des entrepreneurs qui ont une vision au-delà de leur intérêt propre, c'est quelque chose de complètement nouveau dans ce pays et c'est franchement incroyable parce que ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. On est chacun dans notre compartiment, on vivait notre vie d'une manière commerciale, on gagnait de l'argent, on était content. Et sans penser au pays, sans penser à ce qu'on était capable de lui amener, comment on était capable de l'aider au-delà de payer nos impôts, monsieur le ministre. C'est nouveau en France d'investir sans avoir une vision claire du retour. C'est ça aussi, normalement, les investisseurs. Et là, vous mettez chacun 100 millions pour de la recherche sans savoir ce que vous allez trouver,
sans savoir si ça va marcher, si vous réussiriez Ouais, au final à mais on croit concurrencer, encore une fois à l'humain et on va chercher des talents qui sont des talents incroyables. Donc on n'a pas beaucoup de doutes et ils ont immédiatement une idée de génie qui fait un produit qui est un produit incroyable. Moi je suis content. Là, c'est Moshi. Ouais, mais je suis content quand on aille aux États-Unis qu'on me parle de Mistral et de Moshi. Ça me fait, et on le fait pas pour me faire plaisir, on le fait parce que ça existe, parce que ce que ces deux organisations ont créé, ont inventé, est disruptif au niveau mondial. Et pourtant, probablement les fonds investis dans ces deux endroits, ou les fonds mis dans ces deux endroits, représentent 1% des fonds qui sont mis dans des grandes entreprises américaines. Parce qu'on a ce talent, parce qu'on a ce génie, parce qu'on a ces génies qui sont capables de faire ça ici. Et il faut les aider, il faut qu'ils restent ici, il ne faut pas qu'ils s'en aillent tous. Il y a une scène avec vous, avec Moshi, assez drôle, où vous lui parlez en anglais. Je suis réputé pour avoir un anglais de grande qualité, donc Moshi se moque de moi. Et alors Moshi vous répond, mais presque vous interrompt, ce qui est assez étonnant de la part d'une machine, en vous disant que vous parlez anglais comme une vache espagnole, pardonnez-moi. Comment vous avez interprété ça en tant qu'humain ? Comme un grand progrès technologique de la part de Moshi, parce qu'un jour il va me remplacer quand je vais parler anglais, ça sera une bonne nouvelle. Non, l'intelligence de Moshi consiste à dire, historiquement, quand vous parlez à un système, quand vous parlez à Siri, où il y a toujours Siri réfléchit. Et je vais essayer de le synthétiser avec mes mots, mais historiquement, Siri, si vous parlez à votre iPhone, prend votre voix, vous le transforme en texte, analyse le texte, le retransforme en voix. Et donc c'est très lent tout ça. Et l'idée de l'équipe derrière QTI, c'est de dire il faut arrêter de travailler de cette manière-là et en fait rester sur le son et sur la voix d'un bout à l'autre. Et conclusion, vous avez un modèle avec lequel vous pouvez parler de la manière dont on parle. Et donc un modèle qui vous interrompt, que vous pouvez interrompre, et c'est complètement révolutionnaire ce qu'ils ont créé. Et tout ça, on le rend Et ça vous trouble ou pas quand on... Quand je vous de mon anglais, vous voyez, vous avez l'impression d'être face à un humain dans une vraie conversation. Je pense que c'est important. Ça touche les émotions plus. Ça s'appelle les modèles multinodales. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des modèles d'intelligence artificielle avec lesquels on parle par texte. Et bientôt, on va leur parler. On va échanger avec eux de plein de manières différentes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment. Et c'est ça que les gens parfois n'arrivent pas à comprendre, c'est comment on met 8 personnes dans un bureau et que ces 8 personnes dans un bureau, elles sont capables de battre des équipes de recherche de milliers de personnes. Pourquoi ? Parce que parfois, small is beautiful, parce que c'est l'intérêt de la start-up, c'est de venir pousser les grands groupes à faire mieux ou à les tuer parfois, mais c'est de réfléchir d'une manière différente, plus efficace, plus lean. Et ça, c'est important. Vous l'avez dit, il y a trop peu d'entrepreneurs privés en France qui investissent dans l'innovation, comme vous l'avez fait avec QTI. Alors, à quoi c'est dû ? Est-ce qu'il y a un malheur français ? Parce que quand on voit la réalité, c'est qu'on a perdu la bataille de l'Internet, on a perdu la bataille du cloud. Je ne reviens pas sur tout ce qui est... Moi, j'ai l'impression qu'on va tous les gagner, donc alors, je suis l'optimiste de service. Est-ce qu'on peut gagner la bataille de l'intelligence artificielle en France ? Est-ce qu'on s'en donne les moyens ? Qu'est-ce qui nous manque ? On en parle, on avait Cédric Villani, qui reviendra tout à l'heure, qui a fait la mission en 2017, 2018. Tout n'a pas été appliqué d'ailleurs de son rapport. Donc qu'est-ce qui, d'après vous, il faudrait faire pour ne pas être un nain dans cette révolution ? Alors, on a deux avantages. Il y a un avantage visible et un avantage réel. L'avantage visible, c'est que le mot entrepreneur, c'est un mot français, il est utilisé dans le monde entier. Donc c'est un truc de fou. Donc on doit avoir quelque chose dans notre corps, notre ADN ou un truc qui fait qu'on est entreprenant, qu'on fait des trucs, qu'on invente des choses, que l'on fait des choses importantes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a des écoles incroyables. Et ces écoles incroyables, elles produisent les meilleurs chercheurs au monde en intelligence artificielle. Donc on paye des impôts pour fabriquer des ingénieurs qui vont bosser pour Google. Mais qui finiront par revenir, qui reviendront créer des sociétés ici, qui restent à aider la France. On parlait de Monsieur Lecun chez il crée Mistral. Bon, ouais, qui crée Mistral, mais on a ces talents qui parfois partent, qui parfois reviennent, qui parfois restent et qui aident cet écosystème. Après, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque des nouvelles entreprises, il nous manque des nouveaux entrepreneurs, il nous manque des rôles modèles. Et c'est en ça où ce que font chez Mistral les trois cofondateurs de Mistral, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils créent des images de nouveaux entrepreneurs qui sont des entrepreneurs incroyables, qui peuvent donner envie à d'autres. Alors, ce sont des gens surformés, brillantissimes, c'est des génies, on ne peut pas toujours s'identifier à eux, mais on a besoin de ces rôles modèles pour que des jeunes, pour des personnes aient envie de créer des entreprises, de se lancer sur ces sujets pour essayer de créer des grandes choses. Parce que c'est une loi statistique. Plus
on en aura qui tenteront, plus on aura de succès. Il nous manque peut-être la taille d'un marché. Peut-être avec Sylvain, on peut parler d'Europe, le marché européen. Le marché s'est mondialisé, je pense. Justement, peut-être pour rebondir sur Mistral, aujourd'hui, on voit que Mistral a été érigé en symbole de l'écosystème français de l'IA. Il y a des enjeux de souveraineté, des enjeux politiques derrière l'existence même de Mistral. Mais quand on regarde le marché mondial de l'IA et les startups qu'il y a en face, elles sont énormément plus financées. Mistral pourrait être, en fait, logiquement, une cible d'acquisition. Mistral a besoin de lever beaucoup d'argent pour continuer, en fait, la course et rester pertinent face à des OpenAI ou des Anthropic. Est-ce que c'est envisageable, vous, en tant qu'investisseur d'ailleurs de Mistral, voilà, est-ce qu'on ne peut pas laisser partir Mistral? Est-ce qu'il faut comment lui donner de l'argent pour le marché de l'investissement, il est mondial. L'investisseur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un retour sur son investissement. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté. Qui contrôle Mistral? C'est 3 fondateurs. Et je m'en moque de ces investisseurs. Si vous prenez les boîtes du CAC 40, il y a de nombreuses boîtes du CAC 40 qui sont en France et dont l'actionnariat est purement et majoritairement étranger ou majoritairement en dehors de l'Europe. Donc ce sujet-là, c'est pas le sujet, c'est où est le contrôle, où sont créés les emplois, où est la croissance, où est l'invention, où est le génie. C'est ça dont on a besoin. Les financements, ils se sont mondialisés. J'investis dans des startups aux États-Unis, des investisseurs américains investissent dans des startups en France. Tant mieux, on a un marché qui s'est globalisé. Donc on a besoin de ce financement général et de par la taille du pays, de par sa richesse, de par ses structures, notamment d'une retraite privée, les États-Unis ont beaucoup de fonds à investir. Mais ils viennent l'investir en France, et tant mieux s'ils viennent l'investir chez Mistral. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Mistral continue d'avoir son ancrage et un ancrage français? Mistral peut trouver les milliards dont il aurait besoin pour rester dans la course. Ouais. Si le produit continue d'évoluer comme ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, s'ils arrivent à trouver des verticales qui ont un intérêt, ouais, je vois pas de sujet. Vous allez suivre leur prochaine levée de fonds là. Visiblement, ils ont. Je pense qu'il manque plus d'investisseurs. Je manque pas d'investisseurs, mais vous en serez? Je suis ravi quand on nous invite d'être là, toujours. Peut-être une question sur l'Europe, Sylvain. On voit avec l'élection de Donald Trump, il promet une dérégulation massive dans les technologies, notamment dans l'IA. L'Europe a en chemin un peu radicalement inverse, créer une régulation pour créer des nouveaux marchés et puis pour encadrer la technologie pour créer une IA de confiance en gros. Mais avec l'élection, est-ce qu'il faut s'adapter? Comment est-ce qu'on doit réagir nous en tant qu'Européens face à cette dérégulation massive que promet Donald Trump pour gagner la course mondiale à la technologie? Il y a un premier élément, moi je crois aux entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se reposer systématiquement sur l'État. L'État fixe des règles, crée une structure, crée un environnement, peut aider, peut créer de l'image, mais au bout, on a besoin d'entrepreneurs et de gens qui font les choses. Quand Trump a été élu la première fois, on a dit c'est la fin de la technologie aux US, parce que Trump comprend rien à la techno, c'est pas son truc. Bon, ça s'est pas plutôt pas trop mal passé pour les entreprises américaines de technologie à ce moment-là. Il a créé une structure qui n'a pas aidé les États-Unis en empêchant d'avoir des talents qui viennent du monde entier de travailler dans les startups, notamment en Californie, et ils s'en sont sortis. Et ça a peut-être été une de nos chances, puisque ça permet à certaines entreprises de venir créer des labos en France, etc. Donc, il y a une structure qui est créée. En face de ça, si vous prenez le monde des entreprises, ça repose sur les entrepreneurs. Quand je vois souvent des ministres, ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, mais surtout de la stabilité, quoi. Me bougez pas trop ma structure, c'est ça mon vrai sujet. C'est à chaque fois qu'on va tenter de modifier la structure, j'ai peur de me perdre et de ne plus comprendre comment ça fonctionne. Donc cette stabilité ou la stabilité, ça nous sert. On a eu en France 7 ans de stabilité sur un certain nombre de sujets qui ont aidé la France. D'une manière économique, ça n'empêche pas la dette, ça n'empêche pas d'un certain nombre de choses, mais qui ont aidé la France, qui ont fait venir les investisseurs du monde entier. Et il faut qu'on continue dans cette logique le plus longtemps possible. Parce que ce sont les gens qui investissent dans ce pays, parce que ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse, qui permettent de générer des taxes et des recettes et qui permettent à nos pays d'être un pays privilégié sur un certain nombre de sujets. Et l'IA, pour vous, c'est quoi? C'est un frein ou c'est plus une opportunité? Comment vous le vivez? À chaque fois qu'un nouveau marché émerge, à chaque fois que quelque chose de nouveau vient, moi je vois toujours ça comme une opportunité. Dans l'intelligence artificielle, on est plutôt pas mal parti. Je trouve que franchement, on est plutôt bien parce qu'on a des talents, parce qu'on a un écosystème de petites startups brillantes, des startups qui ne sont plus petites, qui sont brillantissimes, connues mondialement. Rodolphe, on a cité les plus célèbres tout à l'heure. Et ça, c'est une vraie chance pour nous. Ces entreprises, ces micro-entreprises d'aujourd'hui vont créer les grands groupes de demain. On a la chance d'avoir un écosystème de très grands groupes en France qui sont des groupes brillantissimes, brillants, qui mondialement existent. Maintenant, on a besoin de créer
aujourd'hui celles qui viendront les accompagner demain et qui permettront au pays de Est-ce continuer. que le problème, il vient pas, on n'a pas cité, on a cité l'État, on a cité effectivement cet écosystème bouillonnant de start-up. Est-ce qu'on n'a pas un peu des grandes entreprises du CAC 40 un peu conservatrices en France? C'est-à-dire qu'elles sont très fortes à l'international, mais est-ce qu'elles prennent des risques? Est-ce qu'elles prennent le risque de foutre le bordel, comme vous y appelez, suffisamment pour justement être aujourd'hui, parce qu'elles ont des moyens, ces entreprises, mais, Ouais, mais est-ce elles sont peut-être un peu bureaucratisées. Mais est-ce que c'est pas est-ce qu'on n'est pas content d'avoir ces entreprises comme ça bureaucratisées? Est-ce que le fait de les avoir permet pas l'émergence de start-up? Oui, mais elles n'investissent pas dans des QTI, dans des voilà, c'est pas grave, elles font ce qu'elles ont à faire, et puis un jour elles comprendront qu'elles ont un intérêt à le faire. Oui, et puis peut-être elles disparaîtront tout simplement. Il paraît qu'il y a une histoire, un président qui a parlé des herbivores et des carnivores, donc c'est peut-être ça qui pourrait se passer, non? Je crois qu'il, dans son message, il fallait plutôt être du côté des carnivores, non, c'est ça? Mais non, vous savez, c'est le propre. Une entreprise, c'est fait pour naître, pour vivre et pour disparaître. Le sujet, c'est quel est le nombre d'entreprises d'une taille significative que l'on a dans un pays pour être capable à un pays d'exister au-delà de ses frontières. Si on rate cette révolution, on risque de disparaître, la révolution de l'IA. Franchement, on ne l'a pas raté. Hein. Encore une fois, on a les talents, on a les entreprises, on a les financements, oui, mais attendez, on a l'écosystème. On a un vrai problème en Europe. On n'a que des marchés fragmentés, vous le savez très bien, dans les télécoms. On n'a pas réussi aujourd'hui à faire l'unité du marché intérieur. Les États-Unis, de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'ils ont un coup d'avance, c'est qu'ils ont tout de suite ce marché intérieur de 300 millions de personnes. Si vous prenez la France est le pays au monde dans lequel sont contrôlés le plus d'opérateurs de télécommunications au-delà de nos frontières. Donc si vous voulez, moi je vous écoute, ouais, il y a une fragmentation en Europe, etc. Mais cette fragmentation, elle nous a appris la concurrence. Et quand on part sur d'autres marchés, quand vous êtes dans des pays, dans les télécoms, vous êtes 4 ou 5 acteurs, et que vous partez dans d'autres marchés où vous êtes que 2, vous rigolez. Et ce savoir-faire qu'on a tous accumulé en France, parce que ça a été un pays incroyablement compétitif, on a su, un certain nombre d'acteurs en France, ont su l'utiliser. Ce que fait, encore une fois, Orange au-delà de nos frontières, c'est incroyable en Afrique. Ce que nous, c'est peu modeste, mais ce qu'on est capable de faire en dehors de France, c'est incroyable pour nous. Voilà, et ce qu'a fait à une autre époque Patrick Drahi, ça a été plutôt pas mal. Flagellé, c'est ça que vous dites. Ouais, c'est-à-dire c'est un peu quand même dans notre nature de dire que tout va mal, ce pays est catastrophique, c'est une horreur, c'est bien mieux ailleurs. C'est quand même super ici. Mais en termes quand même financiers, il y a quand même une course aujourd'hui à l'argent pour créer ces grandes startups. Il y a une course au marché. Enfin, on voit que les big tech ont déjà pris des positions dominantes dans les infrastructures de l'intelligence artificielle, dans le cloud aussi. Donc, par exemple, le comité interministériel sur l'IA a rendu un rapport en mars dernier et il disait il nous faut 5 milliards par an en plus en France sous peine d'un décrochage historique. C'est les mots qu'ils ont employés. Donc, il y a un sujet vraiment de financement. Il y a le secteur privé, on en a parlé, il joue peut-être pas assez son rôle. Il y a aussi le secteur public et l'impulsion française et européenne. Est-ce que vous avez envie aussi de lancer un appel pour réveiller un petit peu les pouvoirs publics? On est dans un contexte difficile de budget. On a vu le ministre tout à l'heure. Prenez l'intelligence artificielle, c'est une start-up qui part de rien avec 80 personnes, qui disrupte des groupes qui valent tous 1 trilliard plus en termes de capitalisation, qui se font tuer ou tout au moins fortement challengés par une start-up de OpenAI, une start-up de moins de 100 personnes. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir ces mastodontes, c'est une chance pour des start-up. Quand vous devenez une société importante, bien évidemment, vous n'êtes plus aussi efficace que la petite start-up qui vient de se créer. C'est toujours la chance de cette petite start-up-là. Ensuite, en France, on a une chance, on a BPI. Moi, quand BPI s'est créé, je me suis dit, on va mettre de l'argent public pour financer des start-up. C'est n'importe quoi, quoi. Et ben, je me suis trompé. BPI, c'est incroyable. Le boulot que fait BPI dans ce pays est incroyable. Je ne sais pas combien de startups il finance. Il finance une part significative de l'écosystème à tous les niveaux, à tous les stages. Et quand il y a une startup ou quand il y a une entreprise qui a des petits problèmes, ils sont plus compréhensibles que l'autre. Et au bout, malgré ça, malgré ce qu'ils financent, ce qu'ils aident, ils arrivent à gagner de l'argent. Ça existe, je crois, nulle part dans le monde. Et merci à ceux qui ont participé à la création de BPI. Mais c'est incroyable ce qui a été fait là. C'est fantastique. Ça n'existe pas aux États-Unis. Être entrepreneur en France, c'est beaucoup plus simple que d'être entrepreneur aux États-Unis.
Donc moi, je crois Les pas. startups ont plus de contrats avec les grandes entreprises aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, il y a un problème d'achat et de commander des services et des produits aux startups. Oui, notamment dans le cloud, parce qu'on va essayer d'acheter plutôt aux entreprises américaines, mais y compris la commande publique, mais peut-être parce qu'on n'est pas assez bon pour réussir à aller chercher ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on a le droit de se poser aussi la question, pourquoi des gens vont aller acheter du cloud chez, je sais pas, Microsoft ? Peut-être parce qu'on n'a pas d'équivalent suffisamment bon ici. Et c'est à nous collectivement de bosser, nous entrepreneurs, de bosser pour réussir à, quand on a des produits, les améliorer ou créer des choses qui soient des choses qui fonctionnent et qui soient capables de faire que les grandes entreprises achètent français ou achètent européen et que l'État aussi achète français ou achète européen. Xavier, vous êtes un entrepreneur qui a investi dans l'éducation. On a parlé de l'école 42 notamment. Qu'est-ce que vous pensez que ces technologies d'intelligence artificielle et notamment générative fait à nos enfants et qu'est-ce que ça va faire comme nécessité de changement à l'éducation nationale ? Je crois que c'était déjà engagé. L'idée, c'est de dire qu'il faut apprendre à nos enfants le par cœur, le savoir par cœur, c'est bien, mais ça, on l'a au bout du doigt aujourd'hui. Et c'est important pour un certain nombre de personnes qui font de la recherche sur des sujets donnés, etc. Mais l'important, c'est d'apprendre à nos enfants à apprendre. C'est-à-dire comment ils sont capables de faire la recherche nécessaire, d'être capables de manière objective de juger la réponse qui leur est donnée, d'avoir l'esprit critique pour juger cette réponse. Mais c'est ça qui me paraît le plus important, c'est d'apprendre à apprendre et non plus d'apprendre par cœur un truc. C'est ce qui sera démodé, qui sera obsolète très vite. Si Michel Barnier vous appelle, il vous propose soit le ministère de l'efficacité gouvernementale... On a déjà un ministre qui a parlé, qui m'a l'air très très bien, non ? Soit le ministère de l'Éducation nationale. C'est pas, moi, je pense qu'il faut que chacun fasse ce qu'il sait faire. Moi, vous feriez quoi, vous disiez, sur l'éducation ? Comment vous mettriez un petit peu le système il faut le remettre à jour, là, il y a une mise à jour à faire à l'éducation nationale. Je sais pas s'il y a je pense que j'ai une vision extérieure et donc je vais dire des bêtises, mais je vais vous les dire parce que vous me les demandez. Je crois qu'on a besoin d'enseignants mieux rémunérés, plus au contact des élèves et d'une simplification de la structure administrative qui m'a l'air complexe. Mais je vous dis ça de loin. C'est des bêtises raisonnables, hein, jusque-là. Non, c'est pas raisonnable quand je vous dis il faut que les professeurs voient plus les élèves. Bon, ouais. Et tout de suite je vous le mitige en vous disant qu'il faut mieux les payer pour essayer de m'en sortir. Et je vous dis qu'il faut tuer l'administration. Je sais pas si c'est complètement politiquement correct ce que je vous dis. C'est pas très politiquement correct, c'est sûr. Il y a certains ont parlé du mammouth, mais ça s'est mal terminé pour eux. Est-ce que vous avez l'impression d'être un modèle pour les jeunes? Vous avez fait, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez fait, ce spectacle? Je n'ai malheureusement pas vu, mais j'ai lu le livre. Vous dites, je vais vous expliquer comment devenir milliardaire. C'est quelque chose finalement, qui n'est pas forcément un rêve de tous les jeunes, mais en tout cas, c'est... Je crois que les deux titres que vous venez de citer sont un peu de la provocation, c'est le premier élément. Le deuxième, je pense que malheureusement, je ne sais pas inspirer un jeune parce que je suis trop vieux. Et qu'on a besoin, et c'est là où j'adore, on a beaucoup parlé de Mistral, mais c'est là où j'adore d'avoir des personnes plus jeunes qui sont des modèles crédibles, pour des grands adolescents. Ça me paraît super important d'avoir justement ces rôles modèles que je suis absolument pas crédible. Vous l'avez fait, c'est quand même pas que par ego, c'est juste parce que vous dites je vais inspirer peut-être des idées chez d'autres. Absolument. Plein de gens ont dit ça, que je l'avais fait par ego. Non, je vous jure, je me suis fait coincer dans un truc. Je vous raconterai pas le détail. Je me suis fait coincer dans un truc. Et au bout, quand vous avez dit oui, vous le faites, et vous dites et vous rentrez sur scène et vous dites qu'est-ce que je fous là. Mais ça, c'est pas très grave. Je pense qu'on a besoin d'aider. Moi, si je me vois, et c'est peu modeste, une mission, c'est d'aider justement à la création de ces modèles. Comment on est capable de trouver des jeunes qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de faire bouger le système, de tout faire bouger. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment on est capable d'avoir l'émergence d'une forme d'élite. C'est quand même un slogan politique, avouez-le. Vous nous incitez, la jeunesse, à venir un peu faire une petite révolution. Je fais de la démagogie pour vendre un livre, c'est un peu différent, non? Non, mais sérieusement, vous avez voulu nous dire quoi en écrivant Le public est moins... Franchement, je vous ai dit au début que c'était un super public à Marseille, je les ai sentis moins emballés quand j'essaye de faire une vanne. À Paris, il m'avait l'air mieux, merci. Merci. Donc, c'est pas un livre politique? Ça se passe d'un échange avec un ami, Jean-Louis Missica, qui me dit écoute, tu dis beaucoup de conneries, mais de temps en temps, tu dis pas que des conneries. Et vas-y, on s'enregistre et on essaye de faire un truc au bout. C'est ça l'idée. Et puis après, ça fait un livre. Et puis
puis ça marche, et pour l'ego, à ce moment-là, ça devient bien. Est-ce que vous voyez un peu comme toute proportion gardée un Elon Musk français, dans le sens où vous avez déboulé dans le marché des télécoms pour foutre le bordel, vous avez fait un peu pareil, vous avez un peu secoué les grands groupes pour investir dans l'IA. Voilà, est-ce que, en termes de comment vous percevez dans cet écosystème-là Non, je pense qu'on est ni noir ni blanc, on est tous gris, on a un mélange de choses brillantes et de choses pas brillantes. Alors j'ai eu la chance de pas trop mal m'en sortir dans le métier de l'entrepreneuriat, mais je suis un nain à côté de cet entrepreneur incroyable qui est Elon. Franchement, le mec est un génie de l'entrepreneuriat. Après, je vous ai dit, on n'est pas tout noir, on n'est pas tout blanc, on est tous gris. Et alors lui, il est tellement blanc sur l'entrepreneuriat que pour faire du gris au milieu, il doit y avoir des côtés très très noirs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Xavier Niel, merci d'être venu à Marseille. C'était pas mal.